Bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette première émission sur l'introduction de l'analyse pragmatique du panafricanisme. Bien avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais d'abord me présenter. Qui suis-je? Je m'appelle Kabwende Sungu Mulwawabaluba. Je suis un jeune étudiant à l'Université internationale de Rabat. Je suis en troisième de licence, j'ai fait sciences politiques et relations internationales. Je m'intéresse beaucoup à la science politique et surtout sur, sur les relations internationales parce que d'abord, c'est ma passion, mais surtout, je pense que le moment est venu pour nous, les jeunes Africains, de changer les choses, de prendre notre destin à main. Je suis d'abord attiré par une question très importante que la plupart de nos frères en Afrique avancent chaque jour. Il s'agit du panafricanisme. C'est cette question dont j'aimerais, après avoir lu plusieurs ouvrages et après avoir réfléchi, pensé, analyser les pour et les contre, écouter de gauche à droite, je me suis fait une idée de ce qu'est le panafricanisme et quel type de panafricanisme peut-on appliquer en Afrique pour pouvoir nous en sortir. Car un monsieur a dit un jour, nous les Noirs, nous les nous les descendants africains, on a été menti. Nous nous mentons lorsque nous parlons de l'Afrique. Oui, il a raison ce monsieur en parlant que on nous a menti. Et quand nous parlons de l'Afrique, nous nous mentons nous-mêmes. Puisque la réalité est tout autre. Je suis avec moi, avec quelques livres dont d'abord, avant de parler, j'aimerais vous présenter. Vous pouvez vous-même les chercher en France, en Afrique, j'espère que vous en trouverez. Le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est intitulé Regard sur l'Occident de M. Hassan Ourid. Voilà, donc ce livre a été publié, je pense, c'est en 2017, voilà, aux éditions La Croisée des Chemins à Casablanca. Ensuite, je vous présente aussi un livre intéressant dont j'aimerais que vous lisez vraiment vous tous. Il s'agit de ce livre. Voilà, donc c'est intitulé Géostratégie africaine de M. Jean-Paul Pougala. C'est un Camerounais dont d'abord j'apprécie beaucoup. Vous savez que souvent on nous parle que non, les Noirs ne sont pas des intellectuels, que non, les Noirs n'ont pas écrit, alors que nous avons des grands experts de relations internationales, mais malheureusement, qui ne sont pas connus de tous et de toutes les jeunes Africains. Ensuite, j'ai ce livre avec moi, qui a été écrit en 2000, je pense, c'est Où vend l'Afrique? J'espère que vous les verrez. C'est Où vend l'Afrique? Réflexion sur une fin du siècle. C'est monsieur Massanga qui est l'auteur de cet ouvrage. Et ensuite, j'en ai un autre intéressant encore, surtout pour les panafricains. Puis c'est vraiment un livre qui intéresse, qui fait réfléchir, qui nous montre la réalité de l'Afrique, d'où nous venons et d'où nous partons. Donc j'aimerais que vous lisez, que vous achetez s'il vous plaît. Il s'intitulait Afrique subsaharienne, colonisée n'est pas civilisée, de M. Souma Malingi, publié aux éditions Menaïbik, je pense, en France. Enfin, j'aimerais vous présenter aussi ce livre. Je pense que c'est un peu aussi intéressant que de vous les présenter. Je pense que ça se passe très bien. Voilà. Donc, c'est intitulé Pourquoi la voie socialiste a-t-elle réussi à la Chine?
Pourquoi la voie socialiste a-t-elle réussi à la Chine? Donc, pourquoi je vous ai présenté ces ouvrages? Je vous ai présenté ces ouvrages, c'est pour vous faire comprendre une chose, que nous devons apprendre à comprendre. C'est-à-dire, quand je dis apprendre à comprendre, il y a certaines personnes qui apprennent, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils apprennent. Donc, vous savez, nous avons beaucoup passé notre temps à se victimiser. Il faut qu'on se dise la vérité cette fois-ci. L'Africain passe tout ce temps à se victimiser. Nous accusons la France, nous accusons l'Angleterre, nous accusons les États-Unis. Cette fois-ci, nous accusons la Chine. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison à accuser ce pays. Bien sûr, on a des raisons. Mais est-elle suffisante pour les blâmer? N'a-t-on pas une part de responsabilité dans la misère d'où se trouve l'Afrique actuelle? Voilà les questions dont j'aimerais que nous réfléchissions tous ensemble pour pouvoir trouver une issue de sortie. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne de l'analyse pragmatique de ce qu'est le panafricanisme. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas analyser la situation, nous n'allons pas parler à profondeur. Nous allons juste donner d'abord le contour de notre projet ou expliquer d'abord. Étant donné que c'est l'introduction, nous allons d'abord dire que le panafricanisme, au sens actuel, nous le prenons, est né en 1945 à Manchester, en Angleterre. En fait, à l'époque, c'était un groupe des intellectuels noirs afro-américains, tels que les docteurs Dubois, William Dubois, et d'autres intellectuels africains du continent, tels que comme Nkrumah et autres, qui s'étaient regroupés en Angleterre pour pouvoir trouver une solution afin que le droit des Noirs soit pris en considération lorsque les grandes puissances ou les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se retrouveront pour décider de l'avenir du monde. Donc, ces intellectuels afro-américains et noirs, quand ils se sont rencontrés en Angleterre, c'est là où ils ont fixé les objectifs à atteindre. Voilà ce qui nous pousse maintenant nous, à parler, c'est de savoir est-ce que ces objectifs qui ont été fixés par ces Afro-Américains, M. Dubois et ses camarades, ont-ils été réalisés, ou est-ce que le panafricanisme tel qu'il a été proposé n'est-il pas un échec pour nous? Et pourquoi aujourd'hui nous continuons toujours à parler du panafricanisme alors qu'il n'y a pas de réalisation réelle? Je veux dire que nous ne posons pas des actions concrètes pour démontrer vraiment que nous sommes panafricains. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec nous? Est-ce que peut-on toujours continuer à nous demander, à nous accuser? Non, je ne pense pas. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où nous devons laisser les émotions, mais revenir à la raison et au pragmatisme pour pouvoir répondre réellement à ces questions. Parce que je ne pense pas que l'avenir peut nous pardonner si nous n'arrivons pas à nous répondre sincèrement. Et donc, mon point de vue sur est-ce que les billes qui ont été fixées en 1945 pour défendre les droits des Noirs ont-elles été réalisées ou non? Je ne pense pas. Oui, je ne pense pas. Parce que, vu les conditions par lesquelles les indépendances ont été octroyées, vu les conditions de ceux qui ont pris les destins des Noirs ou des Africains en 1960, et vu d'où nous en sommes aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut être fier que le panafricanisme a réussi. Donc, mon analyse sera de démontrer pourquoi le panafricanisme a échoué
Et quel maintenant les chemins peut-on élaborer nous tous ensemble pour pouvoir réaliser les rêves de ces intellectuels afro-américains qui sont rencontrés à Londres ou en Angleterre pour décider de notre futur. Vous savez, il arrive à un certain moment dans la vie des nations que les jeunes se prennent pour de grandes personnes. Je me souviens encore un jour, j'étais dans mon pays, j'aimais la politique. Un jour, nous étions en train de discuter. Non, pas moi, bien sûr. J'étais au milieu d'une discussion de grandes personnes qui discutaient de l'avenir de notre pays. Ils parlaient de modalités, comment faire échouer la dictature et tout comme ça. À ce moment-là, j'avais posé une question à savoir, est-ce que vraiment vous tous qui parlez du changement du système, êtes-vous conscient que si on vous met à la place du président, allez-vous faire quelque chose? Ils m'ont dit non, ne pose pas cette question, tu es encore un enfant, tu ne comprends rien. Alors je ai dit non, je ne suis pas un enfant, je suis oui, par un âge bien sûr, j'ai 15 ans, mais dans ma tête, j'ai 30 ans. Alors ils ont rigolé, ils ne m'ont pas pris au sérieux. La preuve en est que, je ne sais pas si c'est la providence ou c'est le hasard, je ne sais pas, parce que je ne crois pas du tout à ce système de mythe du hasard. L'un de ces personnages qui m'ont humilié à l'époque quand j'avais 15 ans, il est devenu député dans mon pays. Non seulement il est devenu député, il est devenu aussi ministre. Alors un jour, il est parmi les ministres les plus détestés du pays. Les plus détestés. Parce qu'il a échoué. Alors, à l'époque, il avait des arguments. Il parlait un bon français. Il a échoué. Pourquoi? Cela veut dire que ce n'est pas nécessairement les grandes personnes qui doivent cette fois-ci décider de l'avenir de la jeunesse ou de l'avenir de ce qui viendra après nous. C'est nous qui sommes concernés qui doivent maintenant décider. C'est pourquoi nous lançons un appel aux jeunes Africains. Nous devons nous intéresser aux thématiques politiques, économiques, scientifiques. Oublions la musique, oublions le cinéma, oublions le divertissement, ça ne nous amène nulle part. Étudions notre histoire, étudions notre politique, nos systèmes, nos cultures, nos traditions. Et la musique viendra après nous. Vous savez, aujourd'hui, d'abord, excuse-moi, je suis sorti d'abord du thème du panafricanisme. C'est intéressant un peu de dire qu'avant de parler du sujet, il faut d'abord enlever certaines pensées ou des idées reçues qu'on nous a infligées à raisonner ou qu'on nous a lavé les cerveaux, c'est-à-dire d'une façon intellectuelle. Il s'agit d'abord de parler de ces mythes de la musique. L'Africain aujourd'hui s'identifie par des choses, le football et la musique. Et regardez même aux Caraïbes, les Noirs sont toujours identifiés par la musique. En Amérique latine, aux États-Unis, partout. Alors que nous avons des grands intellectuels, des grands scientifiques noirs, mais ils ne sont pas connus. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons préféré placer la musique avant la science. Voilà notre échec. Et c'est l'une des échecs du panafricanisme. C'est parce que nous n'avons pas compris. Ouais, parce que nous n'avons pas compris ce qu'est notre devoir en tant qu'être aimé. Avant de parler de qui nous sommes, de la puissance. Donc, je demande aux jeunes Africains, intéressez-vous à la politique de vos pays, à la culture, à vos traditions. Laissez d'autres choses après.
l'heure est grave. Vous savez, dans la même idéologie du panafricanisme et son échec, nous allons aussi aborder notre question très importante, ou je dirais plusieurs questions très importantes concernant les mythes de l'union fait la force, concernant l'énigme de un jour l'Afrique ne serait pas ou ne serait-elle pas colonisée à nouveau, la recolonisation physique. Car si je parle de la recolonisation, parce que je pense que, et je suis convaincu qu'un jour, si on ne fait pas attention, l'Afrique sera encore colonisée physiquement. Actuellement, nous sommes colonisés mentalement. Nous ne pensons pas par nous-mêmes. Nous pensons ce que les autres veulent que nous pensions. Nous sommes ce que les autres ont décidé que nous soyons. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Non, nous ne sommes pas nous-mêmes. Quand nous voulons parler, comment nous nous habillons? En cravate. Nous nous habillons d'une manière à faire plaire, à faire plaisir à ceux qui veulent nous écouter. Mais nous ne nous habillons pas parce que ce que nous voulons nous habiller, ça nous fait plaisir à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devons nous découvrir. Et pour nous découvrir, nous devons estimer notre culture, nos traditions. Voilà. Donc, si on ne fait pas attention, c'est la colonie physiquement. Puisque l'avenir du monde n'appartient pas à la diplomatie. L'avenir du monde appartient à la force. Nous aurons tout le temps de définir, nous allons décortiquer chaque thématique de puissance. Nous allons démontrer comment l'Europe est devenue très puissante, comment la Chine est devenue très puissante, comment les États-Unis continuent toujours à être puissants à ce 21e siècle, alors que l'Africain reste toujours au stade où on l'avait décidé, non par elle, mais pour elle. Et aujourd'hui, nous subissons ces décisions parce que, tout simplement, nous manquons le pragmatisme et surtout, je dirais aussi, nous avons à nous quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est la culture étrangère. C'est chose que nous portons, nous tous, que nos parents nous obligent à porter à nous. Cette culture dépensée comme un occidental, dépensée comme un asiatique, c'est un défaut qui nous maintient dans l'asservissement intellectuel. Donc, je parlerai peut-être du terrorisme intellectuel dans lequel l'Africain est enfermé. Voilà un peu, nous avons un peu allé hors sujet de notre thème, mais c'était intéressant de vous le dire pour que vous compreniez que l'heure est grave et qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Africains pour pouvoir nous en sortir et nous devons décider dès maintenant. Vous savez, j'ai toujours aimé l'histoire. Et si je vous demande aussi d'aimer l'histoire, l'histoire, elle est belle. Parce que l'histoire, c'est une question de leçons. Vous savez, l'histoire, c'est une question de leçons. C'est les personnes qui pensent. C'est les personnes qui analysent. C'est les personnes qui ont des visions. C'est des personnes qui savent qui ils sont réellement. Ces personnes qui sont fières d'eux-mêmes savent les prix qu'ils vont sur terre. Ils savent les sacrifices qu'ils peuvent accomplir pour garantir leur survie, leur race. L'Africain que nous sommes, rares de nous, ont cette fierté à eux. Mais nombreux d'entre nous, nous aimons l'argent. C'est grave, oui. Parce que nous avons, vous savez, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Mais nous devons séparer l'amour de l'argent et l'amour de la politique et l'amour de notre survie. Le sacrifice. Et là,
C'est ça le défaut, c'est ça l'échec du panafricanisme. Le panafricanisme qui nous a été légué par nos ancêtres, je dirais par nos grands-parents qui sont morts, c'est-à-dire nos parents des 60, ceux qui sont partis à la conférence de Londres, ceux qui ont accédé au la décolonisation, nous ont légué un panafricanisme défaillant. Je suis désolé, mais c'est comme ça, défaillant. Un panafricanisme qui n'a pas de sens. Et voilà pourquoi nous avons échoué. Et ma mission, et la mission de chaque Africain, surtout des jeunes, vous savez aussi, surtout des jeunes, que nous devons cette fois-ci nous décider de changer l'histoire, de réécrire l'histoire et d'imposer notre subjectivité. Parce que le panafricanisme n'a pas réussi à imposer la subjectivité africaine. Aujourd'hui, quand on parle de panafricanisme, 90% de nos propos sont basés sur l'objectivité imposée par l'Occident, c'est-à-dire sur l'objectivité occidentale. Jamais sur la subjectivité africaine. Voilà les défauts que nous devons cette fois-ci reconnaître et trouver des moyens si nous voulons survivre. Et dans cette vidéo, et les vidéos qui suivront, sera la mission importante pour moi, pour tout un Africain, de savoir, d'analyser, de comprendre subjectivement ce qu'est le panafricanisme, de comprendre subjectivement l'importance d'être panafricain. Et nous allons, nous tous ensemble, faire de notre subjectivité une objectivité universelle. L'histoire, elle est subjective. Elle n'a jamais été objective. Mais aujourd'hui, parce que l'histoire occidentale a été imposée, la philosophie occidentale a été imposée, le système politique occidental a été imposé, nous l'avons considéré comme une objectivité. Alors que si nous créons derrière cette pensée unique occidentale, on trouve qu'il y a de la subjectivité. Je vais vous donner un exemple pour terminer cette vidéo. Pourquoi je parle que ce que nous considérons comme objectivité, c'est tout simplement subjectivité occidentale. Je vous donne un exemple. Les deux grandes guerres mondiales. Moi, je suis tombé sur eux, voilà. Les deux guerres. La guerre de 14 et la guerre de 45. Ce sont des guerres occidentales. Ce sont des Européens qui sont battus entre eux. C'était une guerre entre Européens, entre Blancs. Elle n'a jamais été une guerre des Noirs. Certes que nous avons participé à cette guerre, mais nous n'avons pas participé à cette guerre volontairement. On a été forcés d'y participer. Donc cette guerre n'a jamais été la mienne et la nôtre ou la mienne. Elle est une guerre européenne avant tout. Mais aujourd'hui, comment a-t-on passé de subjectivité européenne à l'objectivité mondiale? Tout simplement, les Européens ont, ou soit de l'Occident, a mis en place un système, un raisonnement philosophique qui a infligé, qui a imposé sa vision du monde aux autres pour penser que cette guerre a concerné le monde entier, alors que ce n'était pas vrai. Et si vous me direz, oui, le Japon, la Chine, l'Asie, c'est une guerre entre les Blancs, ce n'est pas une guerre entre les Noirs. Donc cette guerre, elle est subjective, ce n'est pas objective. Et malheureusement, beaucoup de Noirs ne le comprennent pas. Et je suis sûr que beaucoup vont m'insulter, vont me critiquer en entendant cela. Lorsque je dis que cette guerre n'a jamais été africaine, parce que même s'il y avait des tirailleurs sénégalais, ces tirailleurs ont été imposés. On les a forcés, ils ne sont pas partis de leur gré. C'était été capturé. Donc, c'est comme, en fait, cette guerre, moi je la compare à la période coloniale.
Les Européens sont venus, nous ont colonisés. Et aujourd'hui, ils nous ont aussi infligé que l'histoire coloniale, c'est notre histoire. Non! L'histoire coloniale n'est pas notre histoire. L'histoire coloniale, la colonisation, c'est une histoire européenne. Je me répète, la colonisation, c'est une histoire européenne. Elle n'a jamais été une histoire africaine. Elle est venue interrompre, elle a coupé, elle a stoppé notre histoire. Nous avons notre histoire. Et c'est ça, cette histoire, que nous devons nous tous ensemble, les jeunes Africains, réclamer. Nous devons réécrire l'histoire. Nous avons une histoire de conquête, une histoire de la résistance. Mais on ne vous a jamais dit pourquoi les Romains n'ont jamais entré en Afrique subsaharienne. Parce que lorsque les Romains ont étendu leur empire ou l'empire romain, ils sont arrivés au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, en Libye, en Égypte. Mais pourquoi ne pas pu entrer dans les territoires qui font aujourd'hui le Sénégal, le Gabon, le Congo, Brazzaville, Kinshasa et consorts? C'est parce que il n'a pas pu entrer parce qu'il a eu la résistance. Parce que les ancêtres de cette époque ont résisté contre eux. Parce que les ancêtres ont compris qu'ils devaient survivre. Ils sont défendus. Voilà pourquoi la domination romaine n'a pas pénétré en Afrique subsaharienne. Mais pour nous mentir, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, parce qu'en Afrique subsaharienne, il y avait des pestes, il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas moyen de... il n'y avait pas de routes pour y entrer. C'est faux, c'est de n'importe quoi. Parce que les Noirs, à cette époque, commerçaient déjà bien avant avec les Romains. Matribi, nous les Balouba, nous avons commercé avec des anciens Égyptiens, avec des Phéniciens. Et les relations commerciales entre les Proche-Orient et l'Afrique subsaharienne, à ce qui nous concerne à nous les Balouba, est parti de 2300 avant l'âge zéro jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Phéniciens, les Grecs, savaient l'existence de l'Afrique subsaharienne. Ils commerçaient ensemble. Donc ce n'était pas une chose qui était inconnue pour eux. Tout simplement, ils n'ont pas pu conquérir l'Afrique subsaharienne parce qu'il a la résistance. Oui, parce qu'il a la résistance. Et une autre question qu'on ne vous dit jamais, c'est la conquête arabe. Pourquoi les Arabes qui ont conquis les vastes territoires européens, en Asie Sud-Est, en Europe, partout, l'Afrique du Nord, mais n'ont pas pu entrer en Afrique subsaharienne? C'est tout simplement parce que il a eu la résistance des ancêtres qui ont fait en sorte que les Arabes n'ont pas pu entrer dans nos territoires. Et on nous parle des esclaves vendus en Asie ou au Proche-Orient. Ces esclaves n'étaient pas achetés, c'était des esclaves qu'on capturait soit la nuit, soit des esclaves ou des personnes qui marchaient seules. Je ne sais pas moi, qui partaient au champ et on les capturait. Sinon, c'était des femmes à qui on trouvait dans les villages et qu'il n'y avait pas des hommes pour les défendre. On capturait ces femmes-là. Mais il n'y a jamais eu de vente, un marché, on vend des noirs et nous avons une autre noire. C'est ça l'histoire qu'on nous a imposée. Ça, ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire des Arabes. C'est l'histoire des Occidentaux. On ne vous a jamais dit que, d'abord, les premiers à être esclavagisés, ce n'étaient pas des Noirs, c'était des Européens. Oui, nous avons des preuves qui les démontrent que plus de 2 millions de Blancs, exactement 200 000 Ukrainiens, ont été vendus au Maroc comme esclaves, bien avant les Noirs. Mais on ne vous a jamais parlé de cette histoire. C'est parce que l'Occident a imposé sa subjectivité comme une objectivité. Et nous, nous devons cette fois-ci
imposer notre subjectivité. Cela veut dire que nous devons remettre en cause ce que la pensée unique occidentale nous a imposé. Nous ne pouvons pas le faire sans remettre quoi que ce soit. Nous devons d'abord nous reconnaître nous-mêmes, qui nous sommes, d'où nous venons, d'où nous partons. Voilà l'objectif de notre émission. Chaque soir, nous ferons une émission sur la thématique, sur les thématiques de ce qu'est le panafricanisme, son échec, et nous allons proposer cette fois-ci une voie de sortie. Nous allons donner des propositions concrètes. Et si cette proposition sera suivie par tous les Africains, je vous jure que nous pouvons cette fois-ci être des visionnaires et nous allons changer l'histoire et nous allons cette fois-ci dire à l'Européen, tu as tort et c'est les Noirs qui a raison. Et je vous remercie et je vous demande, vous tous, de partager cette vidéo. Partagez-les en masse surtout. Faites-la des photocopies et abonnez-vous à ma chaîne pour qu'ensemble, nous changeons l'histoire, pour qu'ensemble, nous écrivons notre histoire, pour qu'ensemble, nous imposons notre subjectivité à l'objectivité universelle. Je vous remercie. À bientôt.